How far have we sunk? If we prosecute people that expose war crimes for exposing war crimes, how far have we sunk when we no longer prosecute our own war criminals because we identify more with them than we identify with the people that actually expose these crimes? What does that tell about us and about our governments? How far have we sunk when telling the truth becomes a crime? Tu peux nous expliquer ce que c'est ça? Qui est Nils Melzer et de quoi ça parle? Alors, qui est ce monsieur? Quel est son pédigré par rapport à tous ces journalistes qui ne prennent pas fait et cause pour Assange? Lui, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est quoi son parcours? Et qu'est-ce qu'il nous dit en substance, ce monsieur? Nils Melzer, je crois qu'il doit parler au moins 6 ou 7 langues couramment, dans le français et le suédois. Détail important pour l'affaire qui nous concerne. Il a été pendant 7 ans rapporteur des Nations Unies pour les tortures et les mauvais traitements. C'est quoi un rapporteur des Nations Unies? Pour ceux qui, bon, je le compare un peu pour ceux qui connaissent le milieu des entreprises, c'est un peu comme un consultant. Vous faites appel au service de quelqu'un pour mener une tâche particulière. Sauf que Nils Melzer, il est mandaté par les 197, je crois, pays de l'ONU. Il a un budget, il a une équipe. C'est une sorte de haut fonctionnaire représentatif. Et son métier, c'est d'investiguer, se mêler d'eux, les affaires qui lui sont signalées particulièrement difficiles sur les cas de torture et de mauvais traitement. Donc déjà, disons qu'il est blindé en termes d'affaires à traiter. Lui n'a pas voulu s'occuper de l'affaire Assange lorsque les avocats, en désespoir de cause, les avocats d'Assange, ont fait appel à lui. Considérant, et c'est lui qui le dit dans ses interviews, dont personne ne parle, parce qu'on veut isoler Assange, etc., mais voilà, il expliquera que sa première réaction a été de « ne te mêle pas de ça ». C'est lui qui le dit. Je suis en train de paraphraser Nils Melzer, donc c'est pas Victor qui raconte une histoire, Victor se fait le messager d'eux, humblement, ou modestement plutôt. Et Nils Melzer, donc, au début, refuse, parce qu'il est chargé dans son esprit de toutes les images négatives que la presse a relayées soigneusement pendant les années, que Julian Assange a mis des vies en danger, que c'est un antisémite, un pédophile, qu'il a la mauvaise haleine, que ses chaussettes sont sales. Tout y est passé. Hein. Je faisais la liste, c'est jusqu'au moindre. Il maltraitait son chat. L'idée de dresser ce génie informatique et ce grand humaniste comme un saligot a été accomplie à merveille. Donc son première réaction, c'est de dire, je ne vais pas me mêler de ça. Ils essayent de me manipuler, j'ai d'autres chats à fouetter. L'équipe d'Assange revient à l'attaque, lui transmettre des documents, et lui, parce que c'est un spécialiste, parce qu'il est aussi professeur de droit international à l'université de Glasgow, comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, et décide de prendre l'affaire en main. Et là, il se fait happer à un point que lui-même m'a dit, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu, dit-il, un tel mépris de la part de 4 gouvernements, parce que c'est le rapporteur des Nations Unies, il est mandaté par les Nations Unies, et généralement, on va dire, on prend en compte les courriers qu'il envoie, et on lui fait une réponse, quitte à ce que ce soit une réponse langue de bois. Et là, il se dresse à un mur d'indifférence, que ce soit les autorités suédoises, britanniques, équatoriennes ou états-uniennes. Il dira, je n'ai jamais vu 4 États se liguer pour détruire un seul homme. Et il va commencer à ramasser le fil, c'est un juriste, il a des moyens, et une des premières choses qu'il va faire, c'est de remonter à la source de cette affaire. Il va aller se présenter en Suède, et à cause de mandat, il va avoir affaire à toutes les pièces du dossier Assange, y compris des documents que les avocats de la défense n'ont pas eu droit d'emporter avec eux ou d'avoir en copie.
tels par exemple les messages échangés entre les femmes, les rapports de police, etc., etc. Et sa conclusion est sans appel, c'est le premier chapitre de son livre. Julian Assange n'a jamais été accusé de viol par la phrase que je répète depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il dédouane totalement Assange de tout ce qui a été dit à son sujet? Non seulement il dédouane Assange, mais il dit même les femmes ont été extrêmement maltraitées dans cette affaire. Tout le monde a menti sur Assange. Et cet homme l'explique dans ce bouquin qui n'est pas médiatisé du tout. Non. Personne n'en a entendu parler, mais on vous invite à le lire. Donc, a été traduit en français par les éditions critiques, parce qu'à l'origine il l'a sorti en anglais. Voilà, donc traduit, vous le... donc Nils Melzer, on va... Donc lui, il va dans ton sens, pardon, j'insiste bien. Toutes les accusations. Chose qu'on disait nous, modestement, depuis 10 ans, le rapporteur des Nations Unies, mais il n'y a pas que lui. Le rapporteur des Nations Unies le dit, on est bien d'accord. Mais j'ai presque envie de dire, je ne sais pas pour diminuer son rôle, mais il avait à la limite pas besoin de le dire, nous le savions. Parce que oui, mais on accorde toujours du crédit aux hauts fonctionnaires. Donc là, c'est un haut fonctionnaire qui l'a dit. Pour insister, pourquoi nous le savions? Je dis, Victor, tu es qui pour le savoir? Parce que Wikileaks étant Wikileaks, les dépositions de ces fameuses femmes à la police suédoise ont fuité. Nous savions ce dont elles parlaient. Et dans ces dépositions, qui sont plutôt des mains courantes, ce n'est pas des plaintes, pour une autre, il n'y a pas mention de viol, il n'y a pas mention de violence sexuelle. Les Suédois iront jusqu'à dire, parce qu'on leur a posé la question, mais pourquoi vous poursuivez Assange pour une affaire de violence sexuelle alors qu'aucune des femmes n'en fait mention? La réponse est parce que parfois les femmes ne savent pas ce qui leur arrive. Donc tout ça est monté de toutes pièces? Je ne sais pas. Je me demande, je n'affirme rien. J'ai utilisé l'expression d'un ballet extrêmement bien chorégraphié, parce qu'à un moment donné, les pièces s'imbriquent trop pour que ce soit le hasard. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas déterminer avec précision. Je ne pourrais pas préciser à quel moment ça a commencé. Mais il y a eu la journaliste Stefania Maurizi aussi, qui a sorti un livre, qui est une journaliste d'investigation, qui travaillait à l'époque pour La République, qui est un grand quotidien style Le Figaro chez nous, donc c'est pas n'importe qui est la seule journaliste mainstream qui a suivi l'affaire de près. Elle a fait l'objet d'espionnage elle-même, elle a une équipe de 5 avocats qui travaillent sur les 3 continents sur l'affaire Assange, qui essaye d'obtenir les documents dans les cadres des Freedom of Information Act, les emails échangés entre les différentes autorités. Malheureusement, la plupart ont disparu, qui a fait des enquêtes là-dessus et aussi qui suit cette affaire. En fait, tous les journalistes d'investigation du moment sont derrière l'affaire Assange. Il ne reste que les gratte-papiers et les pseudo-journalistes qui veulent rien savoir. Mais les journalistes d'investigation, tous ceux que je connais, enfin je connais au sens connaissance publique, ce n'est pas des gens que je connais personnellement, mais tous ceux que je connais, ils sont derrière l'affaire et complètement braqués parce qu'on n'a pas parlé encore des enjeux. Mais, puisque tu aimes, et tu le découperas au montage si tu veux, mais continue, la vraie protagoniste de cette affaire en Suède, c'est Marianne Ny, la procureure. Marianne Ny décide de décide de rouvrir une affaire qui avait été close. Et d'ailleurs, j'entends déjà les spectateurs qui disent « Mais Victor, s'il n'y avait pas d'affaire, pourquoi il y en avait une qui avait été ouverte ?» Parce que la presse, Expressen, un tabloïd suédois, a annoncé un jour que Julian Assange était recherché pour viol. Mot lâché. Qui les a prévenus? Qui leur a dit ça? Pourquoi faire? Julian Assange apprend par la presse, alors qu'il est en Suède, qu'il est accusé de viol. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à la poste de police, il dit « Je ne comprends pas, de quoi s'agit-il » Il est interrogé, son témoignage, des événements passés, il a fait l'amour avec 2 femmes, machin, truc, il ne pouvait pas aller dans les hôtels parce que ses cartes de crédit ne fonctionnent pas, parce que la répression anti-Wikileaks a fait que tous les moyens de paiement de Wikileaks avaient été coupés, et les siens. Donc il était hébergé par des gens, bon bref. Et ces témoignages, sa déposition coïncident parfaitement avec celle des femmes. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de « elle a dit, je dis ». Ils sont d'accord, ils racontent la même histoire. Il n'y a pas... Donc, tout va bien de ce point de vue-là. Mais Marianne Ny, à cause de l'accusation lancée dans la presse, la procureure générale de Stockholm va dire « Bon, enquête menée, il n'y a pas de viol, machin, truc, affaire close. » Bon. Ok, Julian Assange va même rester 5 semaines de plus
Il n'a jamais fui la Suède, contrairement à ce que la presse a dit. Il restera 5 semaines de plus en Suède pour s'assurer que tout va bien. Et on lui autorise, la justice suédoise le autorise à quitter le territoire parce qu'il a un travail à faire, il a des documents à révéler, il a le fameux collateral murder dont tout le monde se souvient de cet hélicoptère. On est en train de vivre ce moment-là. Ouais. Et aussitôt qu'il est parti, Marianne, une procureure, qui est la vraie... Je lâche son nom parce que j'aimerais un jour que les journalistes, quelque part, ramassent le bâton et fassent le travail que je suggère. Marianne va ouvrir ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Tous ceux qui savent ce que ça veut dire savent ce que ça veut dire. Une enquête préliminaire est une enquête préliminaire. C'est ni une enquête, et très certainement, personne dans une enquête préliminaire n'est accusé de quoi que ce soit. Marianne prétend rouvrir une enquête préliminaire sur une affaire close sur laquelle il n'y a aucun élément nouveau. Qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt, Julian Assange, le dos tourné, lancera un mandat d'arrêt international, accompagné d'une alerte rouge Interpol. Pour Julian Assange. Oui, non, mais pour Parce qu'elle veut l'interroger sur l'affaire dans le cadre d'une enquête préliminaire. Sur l'affaire qui vient d'être close. Qui vient d'être close. Enfin, on n'a jamais vu même de cas d'Interpol pour, soi-disant, Exact. entre guillemets, un viol. Hein. Je dis ça, Ça, c'est parlez-en en France, je crois que la plupart des nanas, elles pètent un plomb. Oui, dire, oui, bien vous sûr. rigolez ou quoi? Combien de fois on est allé au commissariat pour porter plainte? On n'a jamais été entendu. Non, jamais. Et il faut, malgré des... Mais Marianne va faire pire que ça. Marianne c'est incroyable. va tenter d'obtenir une extradition et le tribunal de Uppsala lui l'enverra paître en disant qu'il n'y a pas d'éléments. La justice suédoise refuse la demande d'extradition de Marianne. Alors Marianne va faire une manœuvre, c'est là, elle ouvre une enquête préliminaire et une procureure va émettre un mandat d'arrêt. Là-dedans, les gens ne réagissent pas à cette phrase. Les juristes, généralement, sautent au plafond. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, un mandat d'arrêt, mais ça n'existe pas. Mais c'est dingue. Non, mais Et pardon, une procureure qui lance un mandat d'arrêt, c'est un juge qui lance un mandat d'arrêt, c'est pas un procureur. D'ailleurs, c'est tellement vrai, open source, que ce que je viens de dire a fait l'objet d'un procès, parce que l'équipe de défense d'Assange a dit, mais c'est quoi ce mandat d'arrêt à la noix, dans le cadre d'une enquête préliminaire, machin truc lancé par une procureure, ils le contestent. La justice britannique en est saisie. Les avocats d'Assange pensent que l'affaire est dans le sac parce que c'est complètement délirant. La forme même de cette action est complètement délirante, qui va à l'encontre de toutes les procédures, mais les gens réagissent assez peu à ça, et parlons même pas de l'alerte rouge Interpol. Ils vont le contester, et la Haute Cour britannique, dans un compte-rendu que je qualifierais, devrait rentrer dans les annales des étudiants en droit, que j'ai lu, vont dire la chose suivante, deux choses assez extraordinaires. La défense d'Assange va dire que Marianne a menti dans son mandat d'arrêt, parce que lorsqu'elle cite la raison du mandat d'arrêt, elle fait semblant de citer les témoignages des femmes. D'accord? Or, je viens de dire que leurs dépositions sont publiques, il suffit de comparer ce qu'elle écrit et la déposition. Elle déforme complètement les propos des femmes pour faire passer une scène d'amour classique comme une scène de viol. Donc elle fait une écriture en faux pour commencer. Oh, c'est et incroyable. c'est tellement vrai que la Haute Cour le reconnaît, mais dit qu'ils ne sont pas là pour juger de la véracité du mandat d'arrêt, ils sont là pour juger si le mandat d'arrêt doit être servi. Donc c'est même pas comme si c'était de l'opinion de Victor contre la Haute. Tout le monde est d'accord que ce qu'elle a écrit, c'était pas très proche de la vérité. Ça s'est si bien passé et ça s'est parfaitement organisé à un tel niveau de honte du point de vue du droit, ce qui a fait que notre ami Nels Melzer a dit qu'il n'a jamais vu ça. Et donc il va s'impliquer, il ira envoyer 2 spécialistes examiner médicalement Julian Assange. Et là aussi sa conclusion est sans appel. Julian Assange a subi des tortures psychologiques aux effets probablement irréversibles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il a pu vivre comme type de torture? Avant de revenir maintenant sur ce qu'il vit depuis tant d'années, qu'est-ce qu'il a traversé cet homme? Enfin là c'est invraisemblable un truc pareil. Écoute, c'est invraisemblable. Julian Assange n'a pas vu la lumière du soleil depuis 10 ans. Il était enfermé dans une ambassade qui faisait 77 mètres carrés. C'est peut-être plus petit que cet appartement. On ne se rend pas compte parce qu'on se dit « Ah, il était dans une ambassade cool ». Non. L'ambassade d'Équateur était dans une ruelle sombre, derrière le grand magasin à Rhodes. Et toute l'ambassade faisait 77 mètres carrés. Est-ce qu'il a quitté l'ambassade pendant 7 ans? Jamais. Il est resté pendant 7 ans dans... Une ambassade où le soleil ne brillait jamais. D'accord.
tentant, 7 ans. 7 ans, tentant de compenser par des appareils là, pour bronzer, prenant des vitamines D. Il souffrait de plusieurs maladies. Les médecins n'osaient pas lui rendre visite pour ne pas être mis sur la liste noire. Les Anglais refusaient un couloir humanitaire pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Il souffre d'une maladie pulmonaire chronique. Il souffre de problèmes osseux. Il a des dents abîmées parce qu'un jour il a trouvé des billes d'acier dans sa nourriture à l'ambassade. C'est pour ça qu'il ne mangeait plus que des soupes après. Et tout ça n'a jamais fait l'objet de soins. Il se retrouve à Belmarsh dans une prison de haute sécurité où on ne sait pas ce qu'on lui administre comme médicaments, parce qu'on lui administre des médicaments, où il est placé en isolement pour le protéger des autres prisonniers violents. Autrement dit, il est en préventif dans une prison de haute sécurité. C'est un journaliste qui est finalement plus maltraité que les condamnés sous prétexte de le protéger. On se demande ce qu'il fait dans une prison de haute sécurité. D'ailleurs, ça, c'est un élément, par exemple, qui devrait mettre la puce à l'oreille. Les journalistes devraient se poser la question, que fait un journaliste dans une prison de haute sécurité? Un homme non violent et en préventif. Ça fait 4 ans qu'il y est. 4 ans, enfin... Il n'a toujours pas vu la lumière. Il est en isolement, en plus. Donc, depuis combien d'années il n'a pas vu le soleil, 10 ans. Julian? Donc, depuis 10 ans, Julian Assange n'a pas vu le soleil. Pour ceux qui ont vécu les périodes de confinement, de lockdown, comme on dit, peut-être pas, vous pouvez imaginer ce que ça fait 10 ans. Et dans des cadres restreints. C'est pas du confinement sur une ferme, puis ensuite immédiatement mis en isolement dans la prison de la plus sécurisée du pays, de l'Angleterre, Belmarsh. Pardon, ça veut dire quoi? Vivre en isolement dans une prison de haute sécurité? Ses contacts avec les autres détenus sont limités au maximum sous prétexte de le protéger des victimes, des prisonniers violents, eux. Donc ses communications, ses moments de sortie de sa cellule, il est confiné dans une cellule qui fait, paraît-il, 2 mètres sur 3. 2 mètres sur 3? Ouais, on a du mal à se l'imaginer, mais maintenant les camarades de la solidarité dans les soirées de public tracent au sol avec du scotch 2 mètres sur 3. On va regarder ce et que vous ça rendez fait 2 compte, mètres c'est sur 3. vraiment, vraiment petit. Il est confiné, il mène une vie de reclus. Il a passé par exemple 6 ou 7 mois sans voir ses avocats. Il n'arrive même pas à communiquer avec ses avocats parce qu'il y a toujours une raison pour ne pas qu'il puisse communiquer. Il est bâillonné. Donc Nils Melzer a envoyé des médecins l'examiner à Belmarsh et donc alors encore une fois Nils Melzer qui le dit, c'est attention, hein, la torture psychologique n'est pas de la torture light, c'est pas une version légère de la torture, parce que toute torture in fine est psychologique. Lorsqu'on torture quelqu'un physiquement, c'est pour l'obliger à faire quelque chose, donc à briser sa volonté, donc influencer psychologiquement. Et la torture psychologique peut amener à de véritables effets physiques. Ça peut passer par des détails. Exemple, le simple fait d'avoir été enfermé dans une ambassade en lui refusant les couloirs humanitaires qui ont été acceptés pour des gens comme Pinochet qui avait été arrêté pour crime contre l'humanité, que les Britanniques avaient mis dans un hôtel 4 étoiles dans un... Qu'est-ce qu'on reproche à Pinochet? Combien de morts? Combien, je ne me souviens plus, je devrais le savoir étant donné spécialisé d'Amérique latine. Environ à la louche. Des dizaines de milliers. D'accord, donc dizaines de milliers de morts et il a été enfermé dans un hôtel particulier. Un hôtel particulier, il a été reçu, Margaret Thatcher lui rendait régulièrement visite, etc., etc. Le monsieur a été traité avec beaucoup d'égards et finalement ils l'ont renvoyé parce que sa santé ne permettait pas, il était trop physiquement mal en point pour le pauvre. Julian Assange sera traité comme un criminel, et il est traité comme le pire que le traitement que les criminels dans la prison de Belmarsh. Hein. Il est en... Alors la torture psychologique, ça passe parfois par des détails en fait, mais Nils Melzer, vous pouvez trouver des interviews de lui sur internet et j'invite tous ceux. Je recommence parce que c'est vraiment un ouvrage capital. Oui. Hein. Il faut le lire. Voilà, il faut le lire. Je sais que Le Monde Diplo a fait a rédigé un article là-dessus parce que très peu en parle. La revue Le Books Nouvel Obs aussi, il me semble. Oui, on connaît la journaliste qui l'a fait. Voilà, donc il faut en parler. C'est scandaleux. Le mensuel Books en a fait un très beau compte rendu. Donc aujourd'hui, Julian Assange est en prison de haute sécurité à Belmarsh. Qu'est-ce qu'il risque, qu'est-ce qu'il encourt s'il est extradé aux États-Unis? Connaissant les États-Unis, j'aurais tendance à dire que ce qu'il encourt une fois là-bas n'est probablement pas la même chose que ce qu'il est supposé encourir ici. Parce que les Américains, les Nord-Américains, les États-Unis sont capables de changer les chefs d'accusation et capables de procéder à d'autres traitements que ce qu'ils annoncent déjà. Mais là,
tel qu'on est dans cette situation, il encourt 175 ans de prison dans une prison de haute sécurité, un supermax américain, qui ont été décrits par un directeur de ces prisons comme des enfers sur Terre. Il est accusé sous la loi Espionnage Act de 1917, comme son nom l'indique, espionnage. Donc on l'accuse d'espionner. Et si on y réfléchit, le département de justice ne peut pas accuser Julian Assange ou Wikileaks d'avoir publié des documents alors que ces documents ont été publiés aussi par la presse américaine. C'est d'ailleurs pas un secret puisque le département de justice était devant ce qu'eux-mêmes appelaient le problème du New York Times. Comment poursuivre Wikileaks sans poursuivre le New York Times? Oui, parce que ce que contenait comme document Wikileaks, je le rappelle, a été publié par de très nombreux journalistes, très nombreux quotidiens, Oui. dans le monde entier. Oui. Dans le monde entier. Oui, qui collaboraient avec Wikileaks à l'époque. Voilà. D'accord, mais alors c'est quoi ces chefs d'accusation d'espionnage? Ça correspond à quoi? Alors, c'est là. D'espionner qui, quoi? Alors c'est là, il y a deux choses il y a deux endroits où le bas blesse. Un, et les gens idem ne réagissent pas à ça, mais il faut leur imposer devant de quoi se mêlent exactement les Américains dans l'affaire Assange. Assange est un citoyen australien qui a travaillé en Europe, qui vivait à l'époque à Paris, dans le quartier du Marais, dont la société s'appelle Sunshine Press, qui est une maison d'édition basée à Reykjavik, en Islande, qui a créé un site qui s'appelle Wikileaks. Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. De quel droit les Américains viennent chercher Julian Assange pour l'inculper de quoi que ce soit? Il n'a jamais, j'insiste, été sous juridiction américaine. Imaginez que Julian Assange ait publié des documents prouvant des exactions de l'armée chinoise au Tibet. Allez, un exemple. Et que les Chinois demandent son extradition pour avoir fait ça. À part leur rire au nez, que d'autres ferions-nous? Nous sommes exactement ici dans la même position. Donc déjà, question de principe, comment est-ce que les Américains peuvent prétendre appliquer l'extraterritorialité à cette loi Espionnage Act, qui est d'ailleurs pas une loi extraterritoriale. Autrement dit, ils viennent de décider, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de quoi l'inculper, qu'une vieille loi de 1917 allait s'appliquer à un étranger, travaillant à l'étranger. Donc déjà, ça c'est le premier phénomène extraordinaire dans cette affaire, la prétention à l'extraterritorialité des États-Unis. C'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes d'investigation. J'ai dit au début que l'anonymat, c'est ce qui protège les lanceurs d'alerte. Mais qu'est-ce qui protège les journalistes d'investigation? C'est les frontières. Quand tu fais un documentaire sur Jakarta et que tu es un journaliste australien, ce qui te protège, c'est que tu projettes ton documentaire à Sydney, pas à Jakarta. Si les frontières ne protègent plus de journalistes d'investigation, il n'y a plus de journalistes d'investigation. C'est grave pour la presse, non? C'est un cas d'école C'est ce que disent tous les journalistes d'investigation. C'est l'affaire la plus importante de notre génération, cette affaire. Parce qu'il y a plusieurs tabous, plusieurs protections, plusieurs murs qui sont en train de s'effondrer dans le silence et dans l'indifférence de la dite profession. Donc déjà, la prétention à l'extraterritorialité de pouvoir venir comme ça. En fait, ils sont en train de le kidnapper. Quand tu n'as pas la jurisprudence sur quelqu'un, mais tu arrives à le faire arrêter, et par un ambroglio, machin de manœuvre, etc., le faire ramener dans le pays, c'est l'équivalent embelli de lui mettre une cagoule sur la tête, de le jeter dans un coffre et de l'emmener sur un terrain vague. Avec un vernis juridique, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Assange. Il n'a jamais violé une loi américaine, de quoi se mêlent les Américains. Commençons par ça. Ensuite, comment ils ont pu trouver la forme? C'était compliqué. Comme j'ai dit, l'accuser d'avoir publié des documents, pas possible, parce que c'était tellement évident que d'autres, ne serait-ce que Cryptome. Oui, puis on sait que Le Monde a utilisé les documents. Voilà. Enfin, et tu crois qu'un de ces journalistes qui a publié les mêmes documents, tu crois qu'il y en a un seul qui s'est comporté comme un gentleman et qui a dit au département de justice américain, attendez, si vous lui reprochez d'avoir publié tel document, il faut nous inculper nous aussi. Ça aurait été un beau geste de leur part. Mais ils ont fait exactement le contraire. Tu peux nous citer 10 journaux qui ont publié des documents de Wikileaks? Il y a The Guardian, El País, Le Monde, Mediapart, Der Spiegel, le New York Times, le Washington Post. Je m'arrête là pour l'instant parce que les autres, il faut que je réfléchisse, c'est déjà pas mal. Et ils sont tous venus se greffer pour utiliser cette manne. C'est pas eux qui sont, c'est pas nous. C'était un peu couvert. N'empêche qu'ils ont publié. Mais c'est pas pour ça qu'on le poursuit. Donc les Américains ont sorti, ils ont mis 10 ans quand même pour trouver la raison, parce qu'ils l'ont inculpé qu'en 2019.
Donc, Ils se sont gratté la tête. Plusieurs administrations américaines successives ont refusé d'engager des poursuites, n'ayant pas trouvé sous quel angle l'attaquer. Ils l'attaquaient physiquement, hein, sabotage, clôture des comptes, etc., etc. Mais légalement, comment l'attaquer? Il a fallu que ce soit en 2019 qu'il sorte cette idée de dire on va l'attaquer non pas sur ce qu'il a publié, mais sur comment il a obtenu les documents. Ah, c'est ça l'angle, c'est ça qui leur permet d'attaquer Wikileaks et Assange et pas le reste de la presse, puisque le reste de la presse s'est servi. Et donc ils vont en sortir, et tout le monde dit Espionnage Act, ok? Super, Espionnage Act. Les faits qui sont reprochés à Julian Assange n'ont absolument rien à voir avec l'espionnage. Elles décrivent les articles, les inculpations, décrivent dans les 17, alors il ne faut pas s'affoler du nombre, hein, les États-Unis ils aiment bien comme ça empiler les accusations pour tenter de donner une impression d'eux, mais ce qu'ils décrivent c'est, ouvrez les guillemets, je cite les journalistes d'investigation, ils font ni plus ni moins que de décrire une de nos journées de travail habituelles. Alors c'est enrobé avec le terme espionnage, mais ce qu'ils décrivent c'est un travail d'investigation. Donc ils sont en train de 1. Extraterritorialiser le crime. 2. Criminaliser le journalisme d'investigation, parce que c'est à ça que ça revient. Exemple. Victor, comment est-ce qu'on peut décrire? Exemple. Je crois que c'est la 4e ou 5e inculpation, donc la pièce à conviction présentée par les Américains qui peuvent valoir à Julian Assange 10 années de prison. Qu'est-ce qu'il y a décrit dedans? Oublie le titre, espionnage. Qu'est-ce qui est décrit dans l'acte? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est un échange de messages entre Bradley Manning et un supposé Assange. On n'est même pas sûr que ce soit Assange, parce que c'est un pseudo. Mais on dit que c'est Assange. Bradley Manning n'a jamais dit que c'était Assange, et Assange n'a jamais admis. Qui est Bradley Manning? C'est le soldat qui a transmis les documents, les grandes fuites de 2010. Irak, Afghanistan et les... aurait, parce que même Wikileaks dit aurait, parce qu'ils avouent jamais qui était la vraie source. Qui a été gracié par Obama, me semble-t-il. Gracié par Obama, oui. Enfin, gracié, c'est sa peine qui a été réduite. C'est pas vraiment une grâce, je crois. Il y a un détail dans la formule qui... Donc, ce supposé échange qui se résume à 4 phrases. Et je paraphrase légèrement, mais je suis très proche de la réalité parce que je ne peux pas le réciter par cœur. Bradley Manning, : ça vous a plu ce que je vous ai donné? Supposé Assange, : oui, ça a l'air très intéressant. Bradley Manning, : est-ce que ça vous intéresse si d'autres documents? Supposé Julian Assange, : faut voir. 10 années de prison. 18e chef d'inculpation, le premier qui a été utilisé pour figer la demande d'extradition, pour maintenir Julian Assange en prison, pour donner l'occasion à la justice suédoise de se retirer de la scène. Parce qu'au moment où les Américains arrivent, les Suédois se retirent de la scène en abandonnant toute prétention, velléité à le poursuivre. Le ballet chorégraphié, parce qu'il fallait laisser la place aux Américains qui sont les vrais acteurs de cette pièce. Il était hors de question de pouvoir d'extrader Julian Assange vers 2 pays en même temps. Donc les Suédois ayant rempli leur rôle, rabattre le gibier dans les filets de la Grande-Bretagne, cèdent la place élégamment aux Américains qui arrivent et coucou, et pour la première fois d'ailleurs, en disant, lance une inculpation, une demande d'extradition. Mais il commence par une inculpation une seule. Celui qui a été le plus rapidement concocté avant de sortir les 17 autres à espionnage. Il l'accuse de tentative de piratage informatique. C'est le 18e chef d'inculpation. Ce tentative de piratage informatique est rigolo, si je puis dire, sous 2 aspects. Un, il ne lui reproche même pas de tenter de pirater un ordinateur américain, c'est un ordinateur islandais. Or, l'Islande ne reproche rien à Julian Assange. C'est pour dire que l'extraterritorialité va loin, plus royaliste que le roi. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas Julian Assange qui a tenté de hacker. Julian Assange aurait demandé les services de Siggi Thordarson, un Islandais, qu'on connaissait vaguement dans les milieux de la solidarité, parce que le gars avait réussi à se faire prendre en selfie avec Julian Assange, donc c'est une photo qui a circulé. Mais très vite, il a disparu du radar, parce que tout simplement, Siggi Thordarson, ce n'est pas du tout un informaticien, c'est un escroc, recherché par la police, qui a escroqué Wikileaks en faisant croire à des gens qu'il était proche de Julian Assange et qui récoltait de l'argent. C'est un pédophile multirécidiviste condamné dont une des victimes s'est suicidée. C'est un psychopathe diagnostiqué qui a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.
Et c'est certainement pas un informaticien, il est incapable de transférer un fichier, paraît-il, de son téléphone à son PC. C'est à lui que Julian Assange aurait demandé de hacker les ordinateurs en Islande. Ok. C'est le seul témoin. Bon, on voit que c'est très gros et que voilà. Non, c'est pas fini. Le public se fera sa propre idée. Non, c'est ouais. pas fini. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Donc les accusations d'un côté des Américains, les 17 sont absolument vides quant à leur contenu, et tout le reste c'est juste de la galerie pour impressionner le public. Et quant au 18e, s'appuie sur un quelqu'un dont les compétences sont absolument pas avérées et qui, en juin 2021, notez bien la date, accordera une interview à un journaliste islandais qui retrouvera sa trace et qui avouera qu'il a menti. Alors le journaliste, qui n'est pas bête, se posera la question, bon, c'est un psychopathe, alors est-ce qu'un psychopathe ment quand il ment ou quand il dit qu'il ment? Et Siggy Thordarson lui communiquera 20 000 pages de documents prouvant qu'il a menti au FBI, que le FBI le sait d'ailleurs, et que son témoignage ne vaut rien. Ce journaliste islandais donc écrira un article en juin 2021, pensant que ça allait faire un scoop mondial. Le seul témoin finalement, on l'appelle le témoin clé, mais seul témoin des États-Unis qui se révèle être un charlatan, mais en plus avoue avoir menti, et qui d'ailleurs... Donc là, on a quelqu'un qui avoue que tout est monté de toutes pièces. Qui et alors, pourquoi personne ne lui donne la parole à ce monsieur? C'est une excellente question. Le journaliste lui-même a... Comment il s'appelle ce monsieur Siggy Thordarson. Ça s'appelle comment? Siggy, S-I-J-J, S-I-G-G-I, les internautes pourront rechercher. Thordarson, T-H-O-R-D-A-R-S-C-O-N, si j'ai oublié des lettres, mais c'est Thordarson. D'accord. Un nom... Donc lui révèle avoir... il donne les preuves. Il donne les preuves que son narratif est bidon. Oui. Il est d'ailleurs en prison. Il est en prison. La police islandaise a fini par lui mettre la main dessus. D'accord. Parce que c'est un spécialiste dans l'escroquerie d'entreprises en faillite. Non, enfin, c'est vraiment digne d'un... Et le journaliste d'investigation qui a écrit ça, c'est un nom imprononçable, pardonnez-moi les noms islandais, donc ne me demandez même pas, mais on trouve l'article si on le cherche. Le site s'appelle Stundin, S-T-U-N-D-I-N.is. Il y a une version anglaise de son article. Il a été, dit-il, distribué cette information à tous les grands médias. Il y a une petite apparente particularité sur l'espionnage Act que je voudrais souligner, encore une fois, dans la liste des absurdités de cette affaire. L'espionnage Act américain punit non pas la révélation de documents, mais la détention. Autrement dit, si Assange avait reçu les documents qu'on lui reproche d'avoir publiés, s'il avait ouvert l'enveloppe et sorti la lettre, jeté un coup d'œil en disant « Oups, je ne peux pas publier ça » et refermer l'enveloppe, figurez-vous qu'il aurait été condamnable quand même aux 175 ans de prison selon l'espionnage Act. Parce que je répète, l'espionnage Act punit la détention. La réception et la détention et non pas la publication. Très bien. Ça peut mettre un petit froid au travail de journaliste, hein, voilà. Vaut mieux pas qu'on nous envoie des pièces compromettantes, sinon on risque gros. Exact. Voilà, c'est ce que je comprends. À chaque fois, j'ai pas le temps, mais à chaque fois qu'on creuse, il y a un niveau plus proche de cette cercle de l'enfer. On en est encore loin, mais si c'est pour ça que chaque détail, si tu n'as pas l'oreille collée au sol, c'est compliqué. Hein.